Bonjour et bienvenue sur Sorifique, le podcast 100% outdoor. Je vous ai prévu dans l'extrait cette fois-ci un extrait non pas de l'épisode en cours, mais de l'épisode 69 où je vous parlais de Sulubay, ou plutôt je laissais parler Frédéric Tardieu de Sulubay. Il nous présentait ce projet absolument formidable dont on parle dans le documentaire de Clément Pourtal. Et donc, plutôt que de faire bis repetita, j'ai préféré vous renvoyer à cet épisode si vous souhaitez en savoir plus sur cette initiative, mais je ne résiste pas au plaisir de vous en repêcher quelques morceaux choisis en guise d'extrait en forme de clin d'œil pour cette partie de l'épisode 113. Frédéric, Marseillais, 67 ans aujourd'hui, envie de changer de vie, ancien promoteur, ancien chaudronnier, ancien coiffeur, ancien, voilà. Un tas de cordes à mon arc, peut-être de l'instabilité ou l'envie de toujours aller plus loin, de toujours chercher autre chose, ailleurs. Et donc, Sulubay, est-ce que tu peux nous faire les présentations en quelques mots et puis on va développer tout ça bien sûr. Alors Sulubay, c'est un acronyme, Sulu parce qu'on est dans la mer de Sulu, et Bahay, ça veut dire la petite maison en tagalog. Et l'île sur laquelle on vit est tellement minuscule, 400 mètres de long par 120 mètres de large. Nous, on l'appelle le confetti. Et le don a été tout trouvé dès le départ pour notre engagement pour l'océan. Donc cette fondation, il plutôt que coral, machin, coral, autre chose, il fallait que ça reflète vraiment l'image qu'on a dès qu'on arrive ici. C'est ce petit îlot perdu au milieu de la mer de Sulu. En plus, Sulu, ça fait rêver, quoi. C'est un peu sauvage, c'est un peu... Il y a de l'exotisme dans l'air, voilà. Comment avez-vous trouvé l'île ? L'histoire, elle est totalement folle. À l'époque, je suis coiffeur pour femmes. J'ai 120 employés, 14 salons. Et entre deux coupes, je prends un magazine qui s'appelle VSD. J'ouvre VSD. La double page du milieu, c'était l'histoire d'un Marseillais qui était le roi d'une île aux Philippines. Et on était en 1992. Je referme. En plus, la double page, il a un énorme poisson dans les bras avec une flèche. Et moi qui suis un fou de chasse sous-marine à Marseille, je dis à Chris, on y va. Et elle me dit, banco, on y va. 3 semaines après, on posait des vacances. On est parti aux Philippines chercher Thierry. Donc, à l'époque, pas de téléphone, pas de fax. Il n'y a rien. En 92, on est à la préhistoire de la technologie. Et on finit par trouver Flower Island, Thierry le Marseillais, avec qui on lie de suite une amitié qui existe toujours, puisqu'on est toujours potes, on se voit régulièrement. Il n'habite plus sur son île. Et 10 ans après, 30 ans après, on revient voir Thierry. Et Thierry avait fait 9 gosses entre-temps. Et il avait décidé de scolariser ses enfants, donc il était reparti sur Palawan, l'île principale. Et quand on rentre en France, à la fin de ce voyage, ma femme, elle me dit non, il y a quelque chose qu'on a toujours cherché, c'était l'exotisme. À l'époque, c'est vrai qu'on cherchait beaucoup du côté de Caraïbes, on était sur Nassau, sur les Bahamas, on était en train de traiter un territoire. Et puis on a complètement fait marche en arrière, on est reparti aux Philippines et on a dit Thierry, il faut que tu nous trouves une île, et proche de la tienne, même si tu n'y es plus, parce que la baie, on la connaît. Et voilà comment tout a démarré. Ah voilà, donc c'est par la chasse sous-marine, voilà, et une page ouverte. Donc vous êtes tous les deux, en tout cas, très go, hein. On voit un truc, on n'hésite pas trop. Mais d'ailleurs, c'est une phrase, je comptais la mettre un peu plus tard dans l'interview, mais j'avais vu une petite présentation de Sulubay, parce que comme ma petite fille présente avec moi, il fallait que je cherche quelque chose en français, et là, il y avait un petit truc de 3 minutes 50 là, sur YouTube, où elle disait que l'utopie... comment est-ce qu'elle avait dit ça ? Il faudra que je le retrouve et que je le replace dans l'interview plus tard. Je l'ai en tête aussi, je l'ai en tête. C'est l'utopie et le rêve mélangé, c'est-à-dire qu'en fin de compte, quand tu décides de changer de vie, de partir sur une île, tu pars avec un rêve bien précis, en te disant je vais recevoir du monde, je vais... Enfin, le truc classique, je vais vivre pépère, je vais être le roi.
Et puis en fin de compte, tu es vite rattrapé par la réalité du terrain. Et tous les concepts que tu avais dans ta tête sont balayés d'un revers de main. Et nous, ça nous va très bien, puisque notre vie, ça a toujours été un revers de main permanent. Et là, tu t'assois devant des réalités et tu dis ou je tourne la tête ou je fonce. Et nous, comme on est du style à foncer, on a encore rechangé d'orientation, d'objectif quand on était arrivé à ça. L'utopie, je pense que il faut en avoir. Si je comprends bien la définition du mot, il faut être utopiste, autrement la vie ne vaut pas le coup d'être vécue. Voilà. Et donc ne pas trop réfléchir et puis ne pas se laisser arrêter par toutes les difficultés qui vont arriver, c'est absolument certain, mais qu'on peut transformer en opportunité si on a besoin de courage et de détermination, je crois, pour faire ce que vous faites. De passion. Oui. Il faut... tiens, à force de parler anglais, je ne me rappelle plus du... Vas-y en anglais, je traduirai. Non, mais il a tellement... Je pense qu'il faut faire le bilan de sa vie et se dire à quoi tu as servi, à quoi tu as été profitable pour la communauté, pour l'humanité, à quoi tu as servi sur le peu de temps, dans le temps de cette formation, de ces océans. Tu aimes quelque chose, ça a mis des millions d'années. Nous, on est une allumette que l'on craque. C'est même pas que tu attends quelque chose, c'est le fait que ça jaillit et ça s'éteint de suite. Et c'est... Bon, après, c'est vraiment des sentiments personnels. C'est quand tu te retrouves face à toi-même sur un territoire où il n'y a rien, que tu commences à réfléchir sur ce que tu as envie d'être, quoi. Parce que tu peux toujours, à un moment, te modifier et te dire « j'ai envie d'être quelqu'un d'autre. J'ai envie de faire autre chose de ma vie. » Pas d'exemple, pas de modèle, rien. Tu le fais pour toi-même. Tu te regardes dans un miroir et tu te dis j'ai pas toujours été propre, parce que la vie n'est pas propre. Et à un moment, il faut savoir prendre un grand bain et se dire je vais laisser... alors que tout le monde n'en a rien à foutre de ce que tu vas laisser en fin de compte. Mais tu l'auras fait. Voilà. On revient au travail du colibri. Tu as un colibri dans ta tête et tu te dis je dois le faire. Ce qui est formidable avec la nature, c'est que je trouve que tu lui donnes un petit peu et elle te le rend au centuple. L'allié la plus formidable qu'on a là-dedans, c'est la nature elle-même. Tu te rends compte que le plus symbolique, c'est bien l'aire marine protégée. On parle bien d'un territoire marin que tu ne fais que protéger. C'est-à-dire que n'ayant pas d'action dedans, si tu la choisis bien, elle va se redévelopper toute seule, mais à une vitesse que tu ne peux même pas imaginer, tout autant que tu la rends fully protected. C'est-à-dire que tu ne vas pas y aller plonger dedans, tu ne vas pas autoriser la pêche. Ça va être un carré de jardin où tu mets des piquets et ton chat, ton chien n'iront pas. Il n'y a que la nature qui va y aller. Et tu vas voir que ce carré de jardin, il va pousser 3 fois plus vite que le reste, parce qu'il ne va pas être agressé. Mais c'est ça, la vie sur Terre, elle est là. La recette, c'est simplement retirer l'humain. Mais on est une espèce, on n'est pas les bienfaiteurs. On est la tare animale. Tous les autres, ils prélèvent pour manger et ça leur suffit. Il n'y a que nous qui voulons faire 10 repas par jour et conserver au frigo pour demain. On n'en a jamais assez. L'homme animal, mais c'est la pire espèce que la nature ait pu inventer, quoi. Et donc la nature, elle peut se refaire d'elle-même dans la mesure où tu enlèves l'humain. Moi, je l'ai vu sur Pangatlan, on a créé une aire marine protégée avec Thomas en 2015. Aujourd'hui, le rapport scientifique que nous ne faisons pas, on s'interdit, nous, de contrôler ou de justifier de nos résultats. On prend des experts extérieurs, on leur dit, voilà, venez travailler. Aujourd'hui, ça a été multiplié par 250 en 5 ans. Ah ouais. Et le nombre d'espèces par 60. Extraordinaire. C'est-à-dire qu'on n'avait plus de Napoléon, on n'avait plus de règles, on n'avait plus de mérous, on n'avait plus de requins, on n'avait plus... Et aujourd'hui, il y a 14 Napoléons qui sont juvéniles et qui sont venus là tout petits. Alors, on ne les a pas vus arriver. Aujourd'hui, c'est les poissons de 20 kilos et qui se sédentarisent et qui n'ont pas peur de toi. Tu vas dans l'eau nager,
Tu sais à quoi on mesure la qualité d'une aire marine protégée? C'est ce qu'on appelle le débit de fuite du poisson. Tu vas en Méditerranée, le poisson, il te voit à 30 mètres, il fout le camp. Ici, à 3 mètres de toi, il commence à peine à bouger. Donc, c'est vraiment, pour lui, tu fais partie des espèces, mais tu n'es pas un prédateur. Comme quoi, la nature, elle n'a pas besoin de toi. Elle a juste Mais besoin ça, qu'on on lui l'a pas foute la compris. paix. L'espèce humaine, on revendique des méthodes, mais on n'a jamais compris qu'il fallait ne plus accéder à des territoires. Et ces territoires vont refournir tout le besoin des populations. Si cet extrait t'a plu, eh bien rendez-vous dans la deuxième partie avec Clément Pourtal, l'épisode 113, ou bien directement l'épisode avec Frédéric, le numéro 69 de ce podcast. Et si cela t'a plu, surtout n'oublie pas d'en parler à un ami ou à un inconnu pour les plus audacieux. Et surtout, quoi que tu fasses aujourd'hui, fais-le bien. À bientôt.